puis aussi à leur approbation dans la façon d'effectuer les travaux. Merci, M. Bergeron. Alors, M. Mayotte, à vous la question. M. Yves Mayotte, à Trois-Rivières. Oui, bonsoir. Madame Grandbois, M. Grenier aussi. Je suis de retour ce soir devant vous parce que je n'ai pas eu une réponse à la question que j'ai présentée hier suite à la consultation du document que le responsable de TransCanada m'a indiqué, le document PR 8.3.14. Je l'ai consulté aujourd'hui et je n'ai pas eu réponse à ma question parce que c'est un document technique sur la sélection des emplacements des vannes de sectionnement. Moi, ce qui m'intéressait dans ma question, c'est l'impact d'un déversement, mais pas nécessairement à quel endroit on peut trouver un déversement de 5 000, 10 000, 15 000 ou 20 000 barils ou le pire ou le moins pire, dans le fond. En fait, ma question portait sur l'exclusion du fleuve Saint-Laurent de ses milieux aquatiques, des ressources aquatiques et des exploitations, et sur l'impact qu'un déversement peut avoir sur ces caractéristiques-là. Monsieur le Président, je suis aussi un biologiste à la retraite qui a une trentaine d'années d'expérience dans le fleuve Saint-Laurent et les rivières qui s'y jettent. J'ai consulté à peu près 1500 pages des 30 000 pages de TransCanada concernant le poisson, l'habitat des poissons au Québec, tous les sujets pour préparer ma question, pour préparer un mémoire aussi. Et je n'ai pas trouvé dans ce document-là des descriptions des ressources, des habitats et des exploitations, comme on retrouve habituellement dans une étude d'impact. Je n'ai pas trouvé non plus d'évaluation des impacts possibles sur ces ressources et exploitations-là, sur la pêche sportive, la pêche commerciale, par exemple. Mais on trouve plutôt des documents qui ont été présentés par TransCanada à leur façon, tandis qu'une étude d'impact contient plutôt des documents qui sont produits suite à une demande, à une directive exprimée par un ministre. J'ai lu ces documents-là à mon nom personnel et aussi à titre d'expert pour Nature Québec, Monsieur le Président. Et puis, à ce titre-là, je suis aussi en accord avec les réserves exprimées par M. Christian Simard à Lévis le premier jour. On n'a malheureusement pas des documents qui ressemblent à une étude d'impact. J'aimerais répéter ma question, ma simple question, et je souhaite aussi pouvoir juger avec vous ensuite, à savoir, avant de partir, si j'ai eu une réponse satisfaisante. Ma question très simple, c'est comment TransCanada peut-elle justifier l'exclusion du fleuve Saint-Laurent à l'extérieur d'une zone, la ZER, une zone d'études régionales, par exemple, à supposer qu'un pipeline passe à moins de 15 km du fleuve, la ZER ne concerne que, par exemple, les 3 ou les 4 ou les 5 km entre le pipeline et le fleuve. Donc, virtuellement, il n'y a pas de document, il n'y a pas d'écrit qui présente les impacts qu'auraient un ou des déversements dans le fleuve Saint-Laurent. Donc, ma question très, très simple, pourquoi, comment TransCanada peut-elle justifier d'arrêter à l'embouchure d'une rivière la zone d'études régionale si la distance entre les pipelines et l'embouchure est, par exemple, 5 km? Monsieur Bergeron. En fait, Monsieur Mayotte, je vous en veux un peu parce que c'était une de nos questions que nous avions préparées. Alors, Monsieur Bergeron. Monsieur le Président, je vais demander à M. Veilleux de répondre à la question. En fin de compte, on va vous montrer une carte à l'écran qui va apparaître, là, qui fait partie de l'étude. Toute l'information a été colligée. La première chose qu'on fait lorsqu'on part une étude semblable, qui est une étude d'impact, en fin de compte, en termes québécois, je dirais, c'est qu'on fait une demande d'information. On collige l'ensemble des informations qui sont disponibles sur le territoire. Donc, ce que vous voyez à l'écran, c'est justement ce qu'on peut voir au niveau, par exemple, des zones d'occurrence. Okay? On a aussi récolté toutes les données historiques. Si on regarde les tableaux au niveau des cours d'eau, on pourra vous trouver la pièce, par exemple. On a aussi tenu compte pas seulement des résultats des pêches qu'on a fait dans le cadre du projet, mais des données historiques. On a colligé toute l'information existante au niveau des milieux humides, au niveau de la faune, de la flore, et tout ça a été cartographié et s'en est tenu compte dans le cadre du développement du projet. Et en plus de ça, on est allé au terrain pour valider ces informations-là. Il y a eu des survols aussi héliportés en hélicoptère qui ont été faits pour valider cette information-là. Donc, l'ensemble des données qui étaient disponibles a été colligé auprès des divers ministères au Québec aussi. Par exemple, on a fait venir de l'information au niveau du CDPNQ, les espèces à statut.
Est-ce qu'il y en a sur le territoire? À quel endroit ils sont localisés? On a fait aussi des inventaires spécifiques à propos de chacune de ces composantes-là, autant au niveau du poisson, des espèces à statut particulier, de la faune, de la flore, des oiseaux, de l'herpétofaune. Tout ça, ça a été fait et ça a été colligé dans des rapports de données techniques. Pour chaque composante, on a produit un rapport de données techniques qui fait l'inventaire de tout ce qui a été répertorié sur le tracé. Donc, tout ça fait en sorte que ça nous aide à planifier des mesures d'atténuation qui vont être appliquées pendant le cadre du projet de la construction. Monsieur Mayotte, vous me corrigerez là. Mais au fond, je crois comprendre, Monsieur Mayotte, c'est que vous soulevez quelque chose de plus en amont. C'est-à-dire, quelles sont les raisons pour lesquelles la délimitation de la zone d'études régionale a été si restreinte? Est-ce que je me trompe, Monsieur Mayotte? C'est une mauvaise interprétation? Non, c'est une très bonne interprétation parce que si le 15 km était respecté partout, le passage de la rivière Sainte-Anne ou de la rivière Vatican, par exemple, il y aurait une zone de 10 km dans le fleuve dans laquelle on devrait décrire les impacts qui vont se passer. Mais on ne trouve jamais cette information-là. Et je voudrais répondre au monsieur qui m'a répondu, qui vient de parler plutôt. J'ai vu à nulle part une description dans l'ensemble des documents techniques des caractéristiques des exploitations de ces ressources des poissons, par exemple. Quel est le développement de la pêche sportive, de la pêche commerciale, à quel endroit ça se passe et est-ce qu'il y aurait où il y aurait un impact s'il y avait un déversement à tel ou tel endroit. J'aimerais qu'on me précise une référence dans laquelle il y aurait ça, parce que je ne les ai pas vus. Monsieur Bergeron. Monsieur Veilleux va poursuivre. On peut projeter peut-être un tableau à l'écran. On parle de la partie D dans le document qui concerne le Québec, la section 6, le tableau 6.4, où on voit le type de pêche et les espèces qui ont été répertoriées, les quantités pêchées, par exemple, en 2008. Donc ça a été fait au niveau de la pêche commerciale. Si on descend un petit peu plus bas, on va voir au niveau de la pêche récréative et au niveau aussi des espèces communes. Tout est dans l'étude. Il s'agit vraiment d'aller voir chacun des documents. Et à ce moment-là, on va pouvoir s'apercevoir, par exemple, que pour les différentes espèces en péril aussi, comme on peut le voir à l'écran, il y a des descriptions qui ont été faites. Donc, la description est dans l'étude en tant que telle. En fait, ce que je souhaiterais, parce que vous avez, je ne sais pas à quelle séance, M. Mayotte, vous avez participé, mais la référence qui lui a été fournie a été une référence pas tout à fait appropriée. Donc, si vous pouvez également fournir un peu plus tard en soirée les références exactes pour que M. Mayotte puisse y référer de façon attentive. Alors, merci, M. Mayotte. J'aimerais faire une dernière réaction. Ce qui m'intéresse, ce n'est pas une compilation de la quantité de tonnes de poissons pêchés commercialement, mais c'est où ça se fait, combien de personnes ça implique, combien de personnes vivent de cette activité-là. Je n'ai pas trouvé ça dans les documents. En tout cas, j'ai demandé au promoteur de vous fournir les pages. Si ces informations-là n'existent pas, évidemment, je suis convaincu que vous allez nous le signifier dans votre mémoire. Faites-moi confiance. Merci. Merci à vous.